Africaines, Africains, les jours se suivent et ne se ressemblent pas sur la terre. L'apocalypse, au sens de la révélation des secrets des temps, s'accélère. Aujourd'hui, en parcourant la presse internationale, on apprend que la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt international contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, au motif que celui-ci serait coupable de crimes contre l'humanité et notamment de déportation d'enfants ukrainiens en Russie. Au moment de prendre la parole ce soir, je voudrais commencer par vous dire que mon sujet principal, ce n'est pas la convocation du président, ou en tout cas le mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale contre le président de la Fédération de Russie. Ce n'est pas ça mon sujet. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi ce n'est pas mon sujet. Parce qu'en effet, cette convocation est nulle et de nul effet. Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que la Fédération de Russie ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale. Elle n'y a pas adhéré. La Cour pénale internationale n'est pas compétente pour juger un Russe puisque la Russie n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale. Une cour ne peut pas être compétente pour juger des personnes d'États qui ne la reconnaissent pas. C'est un principe fondamental du droit international. Toutes les personnes issues d'États qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et qui ont été jugées par la Cour pénale internationale l'ont été par la force, par la contrainte physique, non pas par la voie du droit international. Il y a une deuxième raison. Ce n'est pas une raison juridique, c'est une raison géopolitique et géostratégique. Aucun pays occidental ne peut arrêter le président de la Russie. Je recommence la deuxième raison. Elle est géopolitique, stratégique, militaire. Aucun pays occidental sur cette planète, d'ailleurs aucun pays sur cette planète n'est en capacité d'arrêter actuellement le président de la Fédération de Russie. En raison de la puissance extraordinaire et notamment de la puissance nucléaire de la Fédération de Russie. Tous les États qu'il y a sur la terre savent très bien que jamais sur cette terre, personne n'a mis la main sur le chef d'un État détenteur de la puissance nucléaire. Un tel acte serait une déclaration de guerre directe de l'Occident à l'Orient, c'est-à-dire à la Russie et à la Chine. La preuve, au moment où la Cour pénale internationale lance son mandat d'arrêt vide et creux, le président de la République populaire de Chine s'apprête à aller rencontrer son homologue, le président de la Fédération de Russie, à Moscou. Xi Jinping, fraîchement réélu à la tête de la République populaire de Chine, réserve sa première visite à l'étranger à son allié principal, Vladimir Vladimirovitch Poutine, à Moscou, prouvant par là l'inanité et la vacuité de ce prétendu mandat d'arrêt international. D'ailleurs, il est à prévoir que Vladimir Poutine ne manquera pas de lui rendre la politesse. Ça, c'est la deuxième raison. Géostratégiquement et géopolitiquement, ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, en fait, c'est un non-problème. Et de toutes les façons, pour nous autres Africains, Africains de la planète, qui n'avons pas encore sur notre continent une puissance nucléaire, nous savons que ce mandat d'arrêt lancé contre le président Poutine n'est qu'une menace contre tous les autres pays du monde qui, ne détenant pas la puissance nucléaire, n'ayant pas les moyens de coercition contre les puissances occidentales, seraient en coopération ou en amitié ou en fraternité avec la Russie ou la Chine. C'est pour ça que je vous dis que le mandat d'arrêt lancé par la CPI contre Vladimir Poutine, en fait, il vise Vladimir Poutine, mais il ne le concerne pas. C'est un mandat d'arrêt qui vise Vladimir Poutine, qui vise la Russie, mais qui ne concerne pas Vladimir Poutine, qui ne concerne pas la Russie. Il s'agit de menacer tout le reste du monde à partir de l'argument qui consistera à dire « Nous avons décrété que c'est un criminel et que nous voulons l'arrêter. Si vous êtes son ami, nous allons vous décréter comme étant des criminels. Et comme vous n'êtes pas issu d'une puissance nucléaire, eh bien vous aurez peur que nous vous arrêtions, que nous vous kidnappions pour vous amener dans notre cour pénale internationale.
Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi c'est un message par ricochet adressé à des peuples issus et à des citoyens issus des puissances non nucléaires. Et voilà pourquoi moi j'en parle. Parce que j'ai bien compris que ce n'est pas à Poutine qu'on s'adresse. On s'adresse aux Asiatiques issus de pays non nucléaires, aux Africains qui sont dans des pays sans puissance nucléaire. On s'adresse aux Latino-Américains qui sont issus de pays sans puissance nucléaire. On s'adresse en réalité à ce qu'on a appelé pendant longtemps le tiers-monde. Histoire de dire, vous êtes en train de prendre en amitié Vladimir Poutine parce qu'il est héritier de l'Union soviétique qui vous a aidé dans la lutte anticoloniale, dans la lutte anti-impérialiste. Vous êtes en train de lui rendre l'ascenseur de l'Afrique et de l'Asie parce que vous avez bien en mémoire le rôle positif joué par les Russes dans l'émancipation des pays qui étaient sous la domination négrière, sous la domination coloniale, sous la domination néocoloniale. Alors, nous vous menaçons, nous vous prévenons, si vous continuez d'être son ami, nous allons utiliser notre arme fatale. Vous, les dirigeants africains, vous, les dirigeants d'Asie, vous, les dirigeants d'Amérique latine, nous allons vous arrêter tous et vous mettre en prison chez nous. Il s'agit de l'annonce d'une menace de la nouvelle déportation, la déportation des dirigeants du Sud qui ne se seraient pas soumis aux 4 volontés de l'impérium occidental. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, moi, je ne me suis pas connecté ce soir pour vous parler du mandat d'arrêt lancé par la CPI contre Vladimir Poutine. Parce que c'est un mandat qui est nul à 3 niveaux. Nul sur le plan juridique. Nul sur le plan géostratégique. Et puis, en fait, la 3e raison, c'est que c'est un mandat qui vise Poutine, mais qui, en fait, s'adresse réellement, s'adresse à tous les autres peuples du monde qui ont pris fait et cause, directement ou indirectement, ou qui sont compréhensifs envers la Russie dans le duel qui oppose la Russie à l'Occident. C'est une menace indirecte. La Russie est une puissance nucléaire. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas arrêter Poutine. Nous savons que 70 à 80% du peuple russe est derrière Poutine. C'est-à-dire que même si Poutine disparaissait physiquement aujourd'hui, celui qui remplacerait Poutine à la tête de la Fédération de Russie serait peut-être encore plus dur envers l'Occident que ne l'est Poutine. Ça, ils le savent. Mais nous voulons isoler Poutine. Nous voulons isoler la Russie et continuer à avoir notre mainmise sur le reste du monde. Voilà pourquoi nous allons effrayer le monde entier. En disant, attention, les prisons, les portes du pénitencier sont ouvertes. Nous allons vous chanter la chanson de Johnny Hallyday. Bientôt les portes du pénitencier vont s'ouvrir pour vous. Ô dirigeants du monde du Sud, nous vous menaçons en menaçant Poutine. C'est la chanson que j'ai entendue. C'est la chanson que j'ai entendue cachée derrière ce prétendu mandat d'arrêt. En fait, superficiel. Une mauvaise blague diplomatique. Mais derrière, il y a la menace contre les Africains. Il y a la menace contre les Asiatiques qui ne sont pas de pays nucléaires. Il y a la menace contre les Latino-Américains. Il y a la menace contre le tiers-monde. C'est le tiers-monde qui est menacé. Et l'analyste politique que je suis, auquel vous accordez votre confiance et qui maintenant est écouté par les plus grands sites d'information du monde, avait obligation de venir vous expliquer, de ne pas dormir au premier banc. Ce n'est pas Poutine qu'on vise, c'est nous. Bon, comme c'est nous qu'on vise, c'est-à-dire les Africains, on menace en fait Touadéra. Parce que je vais vous donner les preuves que c'est nous qu'on vise. Vous vous souvenez que récemment, a été révélé le fait que les États-Unis ont proposé à Touadéra de chasser ses alliés russes et d'accepter plutôt l'aide américaine, en échange de quoi il ne serait pas classé parmi des dirigeants terroristes. Vous vous souvenez de ça? Je vais vous donner maintenant les indices parce que j'entre dans les preuves. La preuve que c'est l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine qui sont visés, je commence à vous donner. Ça ne vous a pas échappé, n'est-ce pas? La menace qui a été faite à Touadéra en même temps qu'une proposition indécente. J'avais donné une conférence là-dessus. Le président centrafricain s'est vu proposer par la diplomatie américaine de couper ses liens avec la Russie, de demander aux Russes de partir, d'accepter en échange
le remplacement de la présence russe par la présence américaine, et qu'en retour, on lui donnerait vraiment des millions de dollars d'aide pour que le Centrafrique décolle. Vous vous souvenez de ça? Et cela a été assorti et bien relayé dans la presse française. Cela a été assorti de la condition que si le président Touadéra ne s'exécute pas, alors il sera traité, en raison de ses rapports supposés avec Wagner, il sera lui-même traité comme un terroriste et il risque de se retrouver face à des poursuites pénales internationales, à des sanctions internationales. Vous avez suivi ça, oui ou non? Dites-moi ici que vous avez suivi. Votre serviteur est là pour vous rappeler ce que vous êtes supposé savoir et que vous risquez d'avoir oublié. Deuxième élément, deuxième preuve. Vous vous souvenez que le Parlement américain a proposé une loi, a proposé de voter une loi sous Biden, menaçant tous les pays africains qui ont des relations économiques, des relations politiques privilégiées avec la Russie, les menaçant de sanctions. Et que plusieurs pays africains ont été exclus ces dernières années de l'initiative AGOA, une initiative de coopération économique avec des avantages avec les États-Unis, au motif que ces pays-là se sont rapprochés de la Russie. C'est d'ailleurs dans ce cadre que, à l'issue du dernier coup d'État au Burkina Faso, qui a vu arriver le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays, le Burkina Faso a été exclu de l'initiative AGOA. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez des textes législatifs du Parlement américain prévoyant de sanctionner les pays africains qui auraient des relations de coopération avancées avec la Russie et la Chine et qui ne se soumettraient pas aux conditions américaines? C'est la deuxième preuve que je verse au dossier. Parce que je ne suis pas là pour vous parler de mes émotions. Quoique j'ai le droit d'avoir des émotions, comme n'importe quel être humain. Je suis là pour vous donner des raisons. Pour que quand vous allez discuter de ces choses-là, avec les sceptiques et avec les hypocrites, mais aussi avec les ignorants, vous les réveillez pour les conduire vers l'Afrique éveillée. C'est la deuxième preuve que je vous donne, n'est-ce pas? Vous avez deux preuves. Que, en fait, cela concerne fondamentalement non pas des pays dont on ne peut pas arrêter les chefs d'État, mais cela concerne les pays qu'on veut couper d'une coopération privilégiée avec la Russie, avec la Chine, parce qu'on est dans une bataille pour le contrôle de la planète. Mais on peut examiner un troisième élément qui prouve que, mais écoutez, ce sont les Africains et les ressortissants d'Amérique latine et les ressortissants d'Asie, en tout cas les pays qui n'ont pas de puissance nucléaire, les pays qui n'ont pas un système sécuritaire impressionnant, ce sont eux qui sont ciblés. Je suis juste allé voir l'histoire de la Cour pénale internationale pour voir la plupart des pays qui sont passés par la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a jugé quoi? Depuis qu'elle est arrivée là. Depuis qu'elle est arrivée, à la fin des années 90. D'abord, ils ont commencé par juger quoi? À la fin du XXe siècle, en parallèle des travaux menés par les comités d'experts à la suite des crimes internationaux à différents endroits du globe, je cite là le résumé rapide qu'en donne Wikipédia, l'ONU instaure dans les années 90-2000 des tribunaux internationaux. Ces juridictions voient leurs compétences limitées dans le temps et dans l'espace, et pour certains faits précis. On dénombre sans exhaustivité le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous voyez, la Yougoslavie. Un pays d'Europe centrale qui n'est pas une puissance nucléaire. On peut faire un tribunal pénal sur lui. N'est-ce pas? Le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le Rwanda, un pays d'Afrique. Ça marche encore. C'est le Rwanda. N'est-ce pas? Le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone. La Sierra Leone, un pays d'Afrique. Ça commence à vous montrer que c'est l'Afrique qui est concernée par leur justice internationale. On continue. Le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban. Le Liban, un pays du Moyen-Orient. Un pays déchiré par la guerre civile depuis longtemps. En tout cas, qui n'est pas une puissance capable de leur faire face. Ça marche? Ok. Voilà. Et c'est sur les décombres de ces tribunaux pénaux internationaux orientés vers le grand sud global. C'est sur les décombres de tout cela qu'ils vont créer la CPI. La création des deux TPI, tribunaux pénaux internationaux de Yougoslavie et du Rwanda, a remis à l'ordre du jour le projet de création d'une juridiction pénale universelle. Quand ils disent universelle, entendez par là qui concerne les autres.
En 1993, la Commission du droit international soumet à l'Assemblée générale des Nations unies un projet de statut d'une Cour pénale internationale sur lequel elle avait commencé à travailler en 1948, projet sur la base duquel se sont ensuite nouées des négociations intergouvernementales. La création de la CPI s'est déroulée en 2 temps. Adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 par 120 États participant à la conférence diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU. D'accord? Ensuite, le 1er juillet 2002 marque l'entrée en vigueur du statut de la CPI. Le 1er juillet 2002 marque l'entrée en vigueur du statut de la CPI. Alors, depuis le 27 octobre 2017, 123 États sont partis du statut de Rome ou de la Cour pénale internationale, ce qui signifie qu'ils ont ratifié ou adhéré au traité. Parmi eux, 33 sont des membres du groupe des États d'Afrique. Donc, en fait, le continent qui a le plus grand nombre de pays, qui ont adhéré à la CPI, c'est le continent africain. Or, c'est le continent le plus dominé du monde. Donc, on les a forcés à adhérer. 33. Comme des moutons, les États africains ont mis leur tête dedans. OK. 19 sont des États membres du groupe Asie-Pacifique. 18 sont des membres du groupe des États d'Europe orientale, l'Europe vers l'Orient. 28 sont des membres du groupe des États d'Amérique latine. Vous voyez, les latino-américains. Après les Africains, les latino-américains sont les plus nombreux. 25 sont des membres du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Les Européens, ils ne sont que 25 dedans. Je vous rappelle au passage que les Américains, par exemple, n'ont jamais adhéré, n'ont jamais ratifié. Ils ne reconnaissent à aucune juridiction dans le monde le droit de juger leurs ressortissants. D'accord? Mais ils sont sans doute très contents aujourd'hui que la CPI lance un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Non pas parce que la CPI peut arrêter Vladimir Poutine, ni même que les Américains peuvent l'arrêter, non. Parce que cela permet de menacer, je rappelle la raison, menacer tout le reste du monde. En disant, bon, lui, il a la force, lui, il est à la tête d'une grande puissance, mais vous n'avez pas la même force que lui. Donc, si vous êtes ses amis, nous, on va vous livrer à la CPI. Je vous rappelle que les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Je vous rappelle que la Russie n'est pas membre de la CPI. La Chine n'est pas membre de la CPI. D'accord? Donc, ces grandes puissances-là ne reconnaissent pas la compétence de la CPI pour juger leurs citoyens. D'accord? OK. C'est très intéressant de savoir que la France a signé le statut le 18 juillet 1998 et l'a ratifié le 9 juin 2000. La France l'a ratifié le 9 juin 2000. Mais c'est important de savoir, toujours parlant de la France, que lors de l'adoption de l'amendement relatif aux crimes d'agression, la France a obtenu aux côtés du Royaume-Uni certains aménagements de la définition visant à s'assurer que la Cour ne puisse poursuivre des faits en lien avec le conflit armé libyen de 2011 et l'intervention militaire menée en parallèle. Vous avez entendu? Je vous donne des informations. La France qui a signé le statut et qui l'a ratifié le 9 juin a veillé à obtenir que la loi dise que les crimes qu'elle venait de commettre ne peuvent pas être jugés. Vous avez entendu? C'est-à-dire qu'elle met un pied dedans, elle garde un pied dehors. Or, nous le savons en Côte d'Ivoire, c'est un proverbe répandu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ou bien, vous le savez, non? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Quand tu dis, je suis membre de la Cour, mais vous ne pouvez pas me juger pour les crimes que je viens de commettre. Est-ce que tu es membre de la Cour? Est-ce que tu reconnais la compétence de la Cour? Non. C'est le statut de la France. C'est le statut de la France. Donc, je viens de vous donner une petite histoire de la Cour. Vous vous rendez compte que la plupart des États qui ont adhéré à la Cour sont des États africains, des États latino-américains et des États asiatiques. Les États européens qui ont adhéré sont en très petit nombre. Et ceux qui craignaient d'être poursuivables pour des crimes récents ont fait adopter des amendements pour se protéger. Pour se protéger. C'est-à-dire pour éviter que la Cour pénale internationale convoque les derniers criminels en date de leurs pays respectifs. Ils ont demandé d'introduire dans le principe que leurs crimes à eux soient exonérés. Et que ne soient jugés que les crimes, bien sûr, des Africains, des Européens des pays pauvres d'Europe, comme la Yougoslavie, la Serbie, hein, n'est-ce pas? Les crimes des Latino-Américains, les crimes des Asiatiques, voilà, on peut, dès lors qu'ils ne sont pas chinois, on peut. Vous avez compris? Donc, je viens de vous donner un troisième argument pour vous montrer que
l'annonce de la CPI, comme quoi elle lance un mandat d'arrêt international contre Poutine, ne concerne, elle vise Poutine, mais elle ne concerne pas Poutine. Il s'agit là d'une menace à ciel ouvert contre le tiers-monde. À savoir, dire que nous allons utiliser notre outil juridique qui consiste à vous juger, mais jamais à nous juger nous-mêmes. Nous allons l'utiliser pour vous empêcher de développer des relations d'amitié et de fraternité avec la Chine, de développer des relations d'amitié et de fraternité avec la Russie. Car, puisque nous avons décrété par définition que toutes les autorités russes sont des criminels, si vous avez des relations avec ces autorités-là, nous vous considérons comme des criminels. Et comme vous n'êtes pas protégé par une puissance nucléaire, nous pouvons vous cueillir et vous amener dans nos tribunaux comme nous voulons. Est-ce que le message est reçu? Est-ce que vous avez compris? Africaine, Africain, vous êtes... Et vous, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté, vous êtes plus de 2000 personnes. Près de 2500 personnes en direct de cette émission. Est-ce que c'est clair? Vous êtes 2500. 809 ici, 1362 par là. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et avertissez tout le monde. Quand ils nagent, on voit leur dos. Quand ils nagent, on voit leur dos. Regardez comment ils nagent. Très bien. Et donc ça, c'était pour moi le premier objectif. Vous amener à comprendre ce qui est important pour l'Afrique des libertés dans l'annonce de la CPI. Et vous amener à prendre conscience que c'est une cour qui a été faite pour les pays non occidentaux principalement, et globalement pour les pays militairement faibles, qui ne détiennent pas la puissance nucléaire. C'est une cour qui est un moyen d'intimidation, un moyen de pression, de répression, ayant pour but de maintenir l'hégémonie de l'Occident sur le monde. Voilà la finalité de la cour. Et comme cette cour était un couteau de l'Occident, vous comprenez que l'Occident ne retourne pas son propre couteau contre lui-même. Voilà pourquoi les grandes puissances occidentales ne se laissent pas juger par cette cour. Même quand elles ont ratifié, même quand elles ont adhéré au traité et ratifié le traité de la CPI, elles font marquer des exceptions pour les crimes qu'elles ont commis, de telle façon qu'elles ne soient pas poursuivables pour tout ce qui pourrait être de la compétence immédiate de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Donc, du coup, on peut aller à la conclusion de cette partie. Maintenant, je voudrais quand même dire à la Cour pénale internationale, au nom de l'Afrique éveillée, de l'Afrique des libertés, je voudrais dire à la Cour pénale internationale que, au XXIe siècle, les menaces indirectes contre les Africaines et les Africains ne passent plus. Nous sommes plus de 2 milliards. Vous ne pouvez pas emprisonner 2 milliards d'Africains à La Haye. Nous sommes plus de 2 milliards sur la planète. Vous ne pouvez pas amener 2 milliards d'Africains à La Haye. Vous avez tapé poteau et vous avez tapé poteau, auto-poteau. Un poteau rentrant. D'abord, je vous oppose. Vous qui menacez les Africains, vous qui menacez les pays africains, vous qui menacez les Asiatiques, vous qui menacez les Latino-Américains, je vous oppose le fait qu'en fait, vous qui vous prenez pour la communauté internationale, vous êtes réellement la minorité internationale. Et ceux que vous menacez sont en réalité la majorité mondiale. Ça, c'est le premier point. Il faut leur dire ça clairement. À savoir que le Sud global n'a plus peur de l'Occident. Le Sud global se sait puissant. Et par la force du nombre, et par la force de ses richesses naturelles, et par la force de son intelligence, et par la force des leçons de l'histoire. Le Sud global se sait puissant. Nous, Africaines et Africains éveillés de la planète, nous, Européens, Américains, Asiatiques éveillés de la planète, nous savons puissants. Nous constituons la majorité mondiale. Et ceux qui menacent en imposant leur justice à double standard et à 2 vitesses constituent la minorité internationale. Même s'ils se font appeler communauté internationale, quand on les compte bien, eh bien, ils sont epsilon dans la population de la Terre. Ça, c'est la première chose qu'il faut que chacun de nous comprenne très bien. Nous sommes une puissance. Nous, les peuples non occidentaux du monde, et les occidentaux et les occidentales éveillés de la planète, qui sont conscients de la nécessité précisément de la vérité-justice, de la solidarité vraie, pour qu'il y ait la vraie paix internationale. Tout ce qui marche vers la construction d'un monde multipolaire ne se laisse pas intimider par les manœuvres comme celle de la CPI. Mais si la CPI s'ennuie, parce que parfois, certaines années, ils n'ont personne à juger, et ils se mettent à chercher des Africains, ils se mettent à chercher des Asiatiques, ils se mettent à chercher des Latino-Américains, ils se mettent à chercher des ressortissants de pays qui n'ont pas la puissance nucléaire. Alors, vraiment, s'ils s'ennuient beaucoup, alors maintenant, dans cette conclusion, je voudrais quand même leur proposer une petite liste
de gens qui ont fait des choses et qui sont membres de la Cour pénale internationale. Ils sont quand même membres, non? Et comme les crimes contre l'humanité sont prescriptibles, je voudrais rappeler que lors d'une visite en Algérie, je crois que c'était en 2015 et une autre en 2017, le président Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, a dit, et il était ministre quand il a dit, ou secrétaire général de l'Élysée quand il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Or, en droit français, il est reconnu que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés dans tous les cas. Donc, l'élite politique française qui a mené la colonisation en Afrique, l'élite politique portugaise qui a mené la colonisation en Afrique, l'élite politique britannique qui a mené la colonisation en Afrique, l'élite politique italienne qui a mené la colonisation en Afrique, l'élite politique espagnole qui a participé à la colonisation en Afrique, toutes les puissances européennes et moyen-orientales qui ont participé au crime contre l'humanité qui était la traite négrière, s'il vous plaît, il faut convoquer toutes ces puissances, faire des condamnations posthumes, ordonner des réparations parce que le Sud global attend son remboursement. Le Sud global attend les réparations pour les crimes contre l'humanité qu'il a subis. Donc il faudrait se saisir des crimes contre l'humanité, la traite négrière. Ces pays, vous avez beaucoup de travail et il y a des archives incroyables. Les crimes contre l'humanité de la barbarie coloniale, ces pays, vous ne manquerez jamais de travail, juge de la CPI. Et maintenant, vraiment, mettons à partir du XXe siècle. Par exemple, j'ai trouvé un bon article de quelqu'un qui s'appelle Ibrahim Bayo Junior. Ibrahim Bayo Junior a publié dans la tribune.fr. Il a publié un article intitulé « Les inavouables crimes de la France en Afrique, exhumés par la revue 21 ». Et c'était le 28 juin 2017 qu'Ibrahim Bayo Junior écrivait la chose suivante. « Les secrets ressortent des cartons secrets défense des archives. Ni le temps, ni même le secret qui les entoure depuis des décennies n'ont effacé de la mémoire collective l'encre séchée sur ces pages jaunies et sombres de l'histoire entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Massacre de Tiaroy, livraison d'armes dans la guerre du Biafra ou réarmement trouble de la métropole dans le génocide au Rwanda. En dépoussiérant les archives, la revue 21 rappelle ces inavouables crimes français en Afrique et pose par la même occasion l'épineuse question de la déclassification des archives françaises. Et Ibrahim Bayo Junior de continuer, je le cite toujours, « Si les murs de l'Élysée pouvaient parler, ils nous diraient tant. » Pour l'heure, ce sont des archives qui parlent, en tout cas pour l'Afrique. Dans son numéro 39 d'automne 2017, la revue 21 revient sur les pages sombres de l'histoire franco-africaine, avec un dossier intitulé « Nos crimes » entre guillemets en Afrique. Trois petits dossiers, sont exhumés en dépoussiérant les cartons secrets défense des archives françaises. 3 petits dossiers. Premier dossier, Rwanda. L'ordre immoral de réarmer les génocidaires. Sous la lumière tamisée du sous-sol des archives, 2 hauts fonctionnaires sont chargés d'éplucher, entre 1990 et 1994, des documents se rapportant à l'Afrique. Mais face à l'horreur retranscrite sur les pages, ils referment les cartons. Qu'ont-ils vu? Sans doute cette note manuscrite, confiée par un haut fonctionnaire au journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui intime l'ordre aux soldats français de réarmer les Hutus. Ceux-là même qui venaient de massacrer, selon un bilan à jamais provisoire, quelques 800 000 Tutsis. 3 mois après le début du génocide, la France de François Mitterrand, engagée au début aux côtés du président rwandais Juvenal Habyarimana contre les rebelles Tutsis, envoie 2500 soldats au Rwanda lors de l'opération turquoise lancée en juin 1994. Officiellement, il faut mettre fin au massacre partout où cela est possible, éventuellement en utilisant la force, selon le mandat de l'ONU. Officieusement, selon Patrick de Saint-Exupéry, les militaires français reçoivent l'ordre de remettre des armes aux Hutus, qui se ruent pour passer la frontière, mis en difficulté par les rebelles du Front patriotique rwandais, constitué d'exilés Tutsis, dont Paul Kagame. En plus de poser une clause de conscience aux militaires, cet ordre immoral se fait en violation flagrante de l'embargo sur les armes, décrété par l'ONU en mai de la même année. De quoi relancer les spéculations sur le rôle sombre de la France dans le pays des 1000 collines. En tout cas pour l'heure, en dépit des promesses, des enquêtes, des appels à un devoir de mémoire, les archives restent secrètes sur le Rwanda. Une boîte de Pandore? Seule leur déclassification permettrait d'avoir des réponses précises. Deuxième petit dossier.
que nous propose Ibrahim Bayo Junior. Sénégal, les tombes sans nom des tirailleurs massacrés à Tiaroy. Après avoir promis de donner au Sénégal les archives sur le massacre de Tiaroy, François Hollande se rend dans cette banlieue dakaroise en novembre 2014 pour, dit-il, citation, réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français, c'est sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Fin de citation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France entreprend le blanchiment des troupes en remplaçant les tirailleurs issus du Sénégal, du Dahomey, du Soudan actuel, de la Côte d'Ivoire, de l'Oubangui-Chari, du Niger, du Tchad, du Gabon et du Togo, par des soldats français de souche. Des milliers de soldats sont alors démobilisés des villes françaises vers le camp de Tiaroy. Avant d'embarquer, certains réclament le paiement intégral de leurs pécules, leurs indemnités, leurs arriérés de soldes et leurs économies enregistrées dans des livrets d'épargne et ne partiront pas. Sur le camp de la banlieue dakaroise, la contestation des tirailleurs gagne en ampleur, notamment lors de la visite d'un général. La suite, les gendarmes français, appuyés de tirailleurs coloniaux, ouvrent le feu sur les soldats noirs. Bilan, 70 morts au total, dont 35 suite à leurs blessures, selon les archives. Une version de l'État français que conteste tant sur les chiffres, les circonstances des origines, les motifs et le déroulé, plusieurs spécialistes qui indiquent que des archives ont été en partie soustraites pour ne pas donner une idée sur l'ampleur des faits. Malgré la nationalité française récemment octroyée par François Hollande à des tirailleurs, l'ouverture complète des archives tarde à venir. Elle permettrait pourtant de mettre des noms sur les tombes de ces soldats inconnus qui meublent le cimetière qui leur est dédié. Troisième petit dossier proposé par Ibrahim Bayo. Biafra, la sale guerre de la France. En mai 1967, le Biafra a l'audace de déclarer son indépendance au Nigeria. La guerre fait rage entre la nouvelle République sécessionniste et la République fédérale ouest-africaine. Des milliers de civils, particulièrement des enfants, tombent sous les balles ou meurent de faim. Le géant africain est alors en ligne de mire de la France de De Gaulle et de Jacques Foccart, qui souhaitent affaiblir le géant anglophone d'Afrique de l'Ouest. Quelque temps plus tôt, la Pétro-République fédérale avait contesté le tir nucléaire français de 1960 et avait même expulsé des officiels de la métropole. Par vengeance, depuis la cellule Afrique de l'Élysée, la France-Afrique active ses réseaux et met en place un réseau clandestin de livraison d'armes au Biafra. Couvert d'une opération humanitaire face à l'horreur des enfants qui meurent et d'une bataille largement... Des mercenaires des services français livrent des armes depuis la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon. Et Ibrahim Bayo Junior de conclure, comme à chaque fois dans son sombre passé avec l'Afrique, les archives musellent la vérité, des faits sous le sceau du secret défense. Pourtant, ce serait pour la France une occasion inespérée de construire le futur de sa relation avec ses anciennes colonies en ouvrant ses archives pour solder les injustices et erreurs du passé. Sans être exhaustif, le mystère sur l'assassinat de Thomas Sankara, les diamants de Bokassa, les nombreux coups d'État ou le parachutage de préfets français à la tête d'États africains, la disparition de Mehdi Ben Barka, le bombardement de la base de Bouaké, la mort de Kadhafi, sont autant de zones d'ombre qui devraient être éclairées par une déclassification des archives. Reste à espérer qu'Emmanuel Macron saisisse l'occasion pour écrire une nouvelle page de l'histoire franco-africaine. Fin de citation d'Ibrahim Bayo Junior dans son article publié exactement le 28 juin 2017. Nous sommes en 2023, 5 ans plus tard. Qu'est-ce que Macron fait? Rien. On vient de voir l'échec, le fiasco de sa campagne, de sa tournée en Afrique. Ça, ce n'est même pas 1% des crimes qui puissent être reprochés à l'ensemble des puissances négrières coloniales, néocoloniales et impérialistes occidentales. Je ne clôturerai pas cette conclusion sans évoquer les crimes de guerre des États-Unis, mais je ne serai pas au détail ici. Les crimes de guerre des États-Unis, mais c'est une tradition. Crimes de guerre des États-Unis. Quand on veut commencer à documenter les crimes de guerre, on prend la guerre hispano-américaine. La guerre hispano-américaine. À la fin du 19e siècle. Les crimes de guerre sur le théâtre du Pacifique. Des militaires américains pendant la guerre du Pacifique ont tué délibérément des soldats japonais s'étant rendus. Selon Richard Aldrich, professeur d'histoire à l'université de Nottingham, Aldrich a publié une étude de journaux tenus par les États-Unis et l'Australie dans laquelle des soldats avouaient qu'ils massacraient parfois des prisonniers de guerre. Ça, c'est le théâtre du Pacifique. Il faut qu'on ouvre ces dossiers-là.
Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki sont considérés comme des crimes de guerre, notamment par Hannah Arendt, ou le procureur lors des procès de Nuremberg. Telford Taylor. Ces prises de position procèdent des termes de l'article 66B des statuts du tribunal militaire international adoptés par les Alliés lors des accords de Londres du 8 août 1945, le surlendemain de l'explosion de Hiroshima et à la veille de Nagasaki. Voilà, c'est jugé quand? Les innocents qui ont été massacrés au Japon par le bombardement américain de Nagasaki et Hiroshima, on juge les coupables quand? C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Hein? Sur le théâtre européen, selon l'historien américain Robert Lilly, il y aurait eu 3500 viols commis par des soldats américains en France entre 1944 et la fin de la guerre. On juge ça quand? La guerre de Corée. Le No-Run Air se réfère à un incident de meurtre de masse où un nombre non confirmé de réfugiés sud-coréens furent massacrés à Nogunri, en juillet 1950. En 2005, le gouvernement sud-coréen a certifié le nom des 163 morts ou disparus et de 55 blessés. Il est rapporté que beaucoup de noms d'autres victimes n'ont pas été signalés. Au cours des années, des survivants ont estimé le nombre de morts entre 300 et 500. Ce massacre lors de la guerre de Corée a longtemps été nié jusqu'en 1999, date à laquelle un reportage réalisé par les journalistes de la Associated Press a contraint le Pentagone à ouvrir une enquête. En 2000, les journalistes qui ont établi ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, ont reçu le prix Pulitzer du reportage d'investigation pour leur article. On parle des crimes de guerre américains. Guerre du Vietnam. De nombreuses atrocités commises par les forces armées américaines pendant la guerre du Vietnam ont été signalées. Entre 1963 et 1975, les forces américaines ont déversé et largué près de 80 millions de litres d'herbicides contenant de la dioxine. On estime à plus de 3 millions le nombre de personnes souffrant de maladies et de malformations. À ce jour, les États-Unis n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans les conséquences de l'utilisation de tels produits chimiques. Le massacre de My Lai, le 16 mars 1968, les troupes américaines pénètrent dans le village vietnamien de My Lai, suspectant que des Vietnamiens du Front National de Libération du Sud-Vietnam s'y étaient réfugiés. Un lieutenant-colonel ordonne alors à ses troupes de brûler les maisons, de détruire les denrées alimentaires, de boucher les puits. Ne trouvant aucun combattant vietnamien, des soldats ont abattu les hommes non armés, des femmes, des enfants et des nourrissons. Ailleurs dans le village, d'autres atrocités étaient commises sur des femmes qui ont été victimes de viols collectifs. Au total, 347 à 504 citoyens non armés sud-vietnamiens, presque entièrement des civils, ont été tués par des soldats américains de la compagnie C, du 1er bataillon, 20e régiment d'infanterie, la 11e brigade de la 23e division d'infanterie. Certains des victimes ont été violés, battus, torturés, et certains des corps ont été retrouvés mutilés avec la signature compagnie C. Guerre de Yougoslavie. Durant les frappes aériennes en Yougoslavie de 1999, les États-Unis et l'OTAN ont conduit des bombardements meurtriers causant de graves dommages pour les civils. Dans l'ensemble, l'OTAN et l'armée américaine ont mené 35 000 vols de bombardement et ont utilisé près de 1000 avions et hélicoptères de tout type, larguant en Yougoslavie au total 79 000 tonnes d'explosifs. Au total, les seules pertes matérielles ont été estimées entre 60 et 100 milliards de dollars. Des sources yougoslaves estiment entre 1200 civils et 2500 civils qui ont été tués, dont 89 enfants, et 12 500 ont été blessés. Human Rights Watch estime que 489 528 ont été tués. Non, que de 489 à 528 ont été tués. Vojislav Kostunica a condamné l'OTAN pour avoir largué des bombes sur la Yougoslavie en 1999 et a déclaré que cela était des crimes insensés, irresponsables et monstrueux. Amnesty International a porté plainte contre l'OTAN pour crimes de guerre lors des bombardements de l'ex-Yougoslavie, mais la procureure de la Cour pénale internationale, Carla Del Ponte, a débouté cette demande. Dans la guerre contre le terrorisme maintenant des États-Unis, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement américain adopte plusieurs nouvelles mesures dans la classification et le traitement. Alors, et là, dans cette guerre-là, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Le 1er novembre 2003,
The Associated Press publie un long article sur les traitements inhumains, tortures et exécutions qui se déroulent à Abu Ghraib et d'autres prisons américaines localisées en Irak. Le scandale d'Abu Ghraib est alors dévoilé et met en lumière une affaire durant laquelle des militaires de l'armée américaine et des agents de la Central Intelligence Agency sont accusés de violation des droits de l'homme à l'encontre de prisonniers. Entre 2003 et 2004, lors de la guerre d'Irak, dans la prison d'Abu Ghraib, ces prisonniers sont physiquement et sexuellement abusés, torturés, violés, sodomisés et exécutés. Voilà ce qu'ils ont fait, 2004. Le 11 août 2004, un rapport de l'ONG Amnesty International confirme de façon accablante que les forces américaines ont tué des milliers de civils irakiens sans être poursuivis ni avoir donné des compensations aux familles meurtries. Le rapport montre notamment en exemple un bombardement américain de 2012 en Afghanistan, dans la province de Laghman, qui a visé les femmes qui ramassaient du bois, tuant 7 femmes et filles et blessant 7 autres. Tout au long de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan, des crimes de guerre commis par des soldats américains sont signalés. Sont les plus notables le massacre de Mahmoudiya et le massacre de Haditha, crimes de guerre perpétrés pendant la guerre d'Irak. Amnesty International appelle les États-Unis dans un autre rapport intitulé « Will I be the next ?» Serais-je le prochain à rendre publiques les informations sur les tirs de drones afin de savoir s'ils respectent bien le droit international. Et la coalition qui a déstabilisé l'Afrique en 2011, en assassinant Kadhafi, en détruisant la Libye, avec à ses côtés Al-Qaïda et l'État islamique. C'est quelle coalition? C'est la coalition de l'OTAN, dirigée notamment par les États-Unis, de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha, qui soudain découvre en plein 2023 que l'Europe, l'Occident est barbare et sauvage, et la Grande-Bretagne de David Cameron. Est-ce que la Cour pénale internationale peut chômer avec tout ce que je viens de citer là? L'Afrique demande à la Cour pénale internationale de commencer par arrêter Sarkozy. Il n'est pas loin, il est ici à Paris. Obama, il n'est pas loin, il est aux États-Unis, à Washington. David Cameron, il n'est pas loin, il est ici en Angleterre. Il faut les arrêter parce qu'ils sont coupables de crimes contre l'humanité, puisque ce sont eux qui ont détruit la Libye, saccagé la Libye, créant des dizaines de milliers de morts. Et c'est par leur faute que tout le Sahel est déstabilisé, avec des dizaines de milliers de morts depuis 2011 jusqu'à maintenant 2023. L'Afrique des libertés demande à la Cour pénale internationale d'arrêter de se moquer des Africains. Si elle n'est pas capable de juger tous les crimes contre l'humanité, qu'elle arrête de citer le nom des Africains dans ses affaires. L'Afrique éveillée ne reconnaîtra plus jamais à une quelconque cour qui n'est pas une cour africaine, financée par l'Afrique, gérée par l'Afrique, jugée par l'Afrique. L'Afrique des libertés ne reconnaîtra plus jamais à une quelconque cour internationale le pouvoir de juger ses ressortissants. Si nous marchons vers les États-Unis d'Afrique, c'est parce que nous sommes à la recherche de la construction d'une puissance africaine. Et elle sera également une puissance nucléaire, afin de protéger les Noirs de la terre du kidnapping des terroristes, du kidnapping des impérialistes, du kidnapping des colonialistes, du kidnapping des négriers, du kidnapping des spécialistes du 2 poids, 2 mesures. En attendant, les Africaines et les Africains ne se laisseront intimider par aucun chantage, parce qu'ils savent que leur force, c'est leur nombre et leur prise de conscience. Les Africaines et les Africains savent que la Cour pénale internationale ne dit pas la justice. C'est sur Babo qu'elle est forte. C'est sur Bemba qu'elle est forte. C'est sur Ntaganda qu'elle est forte. Elle est forte sur les Africains, abandonnés dans une séquence historique où il n'y a aucune puissance africaine capable d'imposer la pratique de la justice en Afrique et d'interdire à qui que ce soit dans le monde de s'emparer des Africains sans conséquence. Oui, alors qu'on attend Obama, alors qu'on attend David Cameron, alors qu'on attend Sarkozy, au minimum, voilà une petite liste que l'Afrique des libertés aimerait voir à la CPI. Mais Sarkozy même, il a été condamné à 1 an de prison ferme par 2 fois ici en France. La justice française même l'a condamné. Mais il n'a pas été condamné pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'il a perpétrés en Libye, qu'il a perpétrés en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été condamné pour ça. Ils n'ont pas été condamnés pour ce qu'ils ont fait au Rwanda. Ils ne sont pas condamnés pour ce qu'ils font en République démocratique du Congo.
Parce que ce sont eux qui arment l'Ouganda et qui arment le Rwanda pour que le Rwanda et l'Ouganda se retrouvent en train d'armer des milices sur le sol congolais. Ce sont eux. Donc, il était important que les Africaines et les Africains comprennent que l'affaire du mandat d'arrêt international de Poutine, cette affaire-là, elle vise Poutine, mais elle ne le concerne pas. C'est une affaire qui vise les Africaines et les Africains, qui ne se soumettent pas à l'hégémonie occidentale et qui ne se soumettent pas aux dictatures africaines issues de la cuisse du colonialisme et de l'hégémonisme occidental. Ce sont des menaces indirectes pour les Asiatiques qui ne sont pas de pays détenteurs de la puissance nucléaire, donc qui ne sont pas chinois, qui ne sont pas nord-coréens. C'est pour menacer tout le reste du monde, des Asiatiques qui ne sont pas indiens ni pakistanais. Même l'Inde et le Pakistan, c'est déjà assez limite. On les menace réellement. C'est une menace tout naturellement pour tous les pays d'Amérique latine. Car en Amérique latine, les États-Unis se sont permis d'aller même parfois arrêter un chef d'État dans son pays pour l'amener en prison aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont fait à Panama à la fin des années 80 avec Manuel Noriega. Ils sont allés l'arrêter à Panama et ils l'ont amené aux États-Unis. Vous avez vu l'intervention récente à Haïti, dans laquelle il y a manifestement des mains américaines. Le président qui a été atrocement éliminé, eh bien, a été éliminé dans des conditions où on sait que les géants étaient dans le coup. Entre autres parce qu'il envisageait la diversification des relations géopolitiques, des relations géostratégiques de son pays. Il a été éliminé. Donc là, il fallait que je vous propose cette analyse pour que vous ne vous trompiez pas sur l'actualité. Parce que je voyais beaucoup de mes amis sur les réseaux sociaux en train simplement de protester en disant, voilà, la Cour pénale internationale. Mais écoutez, la Cour pénale internationale, elle menace Poutine, elle sait très bien que Poutine s'en fout. La Russie s'en fout complètement. Aucun pays occidental ne peut arrêter Poutine. Ils le savent, mais c'est un message indirect, c'est un message par ricochet. Ce message-là comprend le principe de la triangulation. Ils ont envoyé ça sur Poutine pour que ça, par réfraction, hein, ceux qui ont fait de la physique optique, par réfraction, il y a un angle de réfraction. C'est pour que ça tape les Africains. En menaçant Poutine, on veut menacer les Africains. Pour leur dire, bon, vous n'êtes pas aussi fort que lui. Si vous êtes en relation avec lui, on va vous taper. On veut menacer les Asiatiques, des pays qui ne sont pas des grandes puissances. Vous n'êtes pas aussi fort que la Russie. Mais si vous marchez avec la Russie et la Chine, on va vous taper. On menace les pays d'Amérique latine. Pour leur dire, ah, vous êtes en train d'aller tous vers les BRICS. Ben, on va tous vous décréter terroristes. Et on va vous emprisonner tous. Bon, ils ne peuvent pas tous nous emprisonner. Nous sommes plus de 2 milliards d'Africains sur la planète. Et si nous nous ajoutons à tous les ressortissants des pays qui refusent l'hégémonie exclusive de l'Occident sur la Terre, nous sommes l'écrasante majorité de la planète. Nous sommes la véritable communauté mondiale. Et ce qui menace, c'est une minorité mondiale. Il faut que nous en ayons conscience et que nous continuions à plaider pour un monde, eh bien, multipolaire. Un monde de la négociation, du compromis, un monde du consensus, un monde qui ne sera plus jamais soumis à une seule puissance, mais où les relations internationales seront l'objet d'un accord, d'un équilibre sans cesse régulé par la vraie justice, la vraie solidarité et le respect mutuel. Dans ces conditions, nous aurons une véritable paix internationale.